Dans la foulée de la hausse des prix et de son impact sur nous, consommateurs, la question de la production de notre électricité s'est invitée dans le débat, qui fait rage depuis plusieurs semaines. Faut-il abandonner le nucléaire, notre énergie historique, pour tout miser sur les renouvelables, et notamment l'éolien? Ou faut-il au contraire arrêter avec les renouvelables qui ne produisent pas assez, construire de nouvelles centrales, voire en rouvrir celles qui ont fermé, afin de ne dépendre que de l'énergie nucléaire pour notre production d'électricité? Les avis sont très tranchés, et parmi toutes les positions idéologiques, parfois démagogiques, il est très difficile de s'y retrouver. Et ce, d'autant plus que la campagne présidentielle a bel et bien commencé, et que ce sujet, hautement politique, s'est vu approprié par les candidats, du président de la République, qui déjà en campagne promet la construction de mini-centrales, jusqu'à Marine Le Pen, qui elle prétend vouloir démonter le parc éolien existant pour tout miser sur le nucléaire, en passant par les candidats écologistes qui eux voudraient arrêter complètement de produire notre électricité grâce au nucléaire. Les candidats à la plus haute fonction de la République semblent avoir beaucoup de mal à résister aux sirènes de l'électoralisme. Et pourtant, la réalité, celle de nos besoins en électricité qui vont aller croissant, celle de la demande d'une production d'électricité stable, dont les prix ne dépendraient pas des fluctuations du marché mondial, celle d'une production fiable, sécurisée et respectueuse de l'environnement, cette réalité-là ne dépend pas des positions idéologiques des uns et des autres. Comme souvent en politique, bien mal en prendrait à ceux qui voudraient tenir des promesses sans avoir la possibilité réelle de les accomplir. Et sur l'électricité, de par la nécessité quotidienne que nous en avons, encore plus que sur beaucoup d'autres sujets, on ne peut s'en tenir à des avis de politiciens qui peuvent parfois faire plaisir à entendre, mais qui ne permettent pas de résoudre les problèmes ni d'aller au-devant des enjeux qui vont se poser à nous à l'avenir. Pour cela, il faut, non pas comme certains le disent, écouter les scientifiques télévisuels de manière vague et indifférenciée, mais prendre en compte les scénarios proposés par les experts, par les véritables spécialistes des domaines concernés, et se fonder sur leurs prévisions et leurs éventuelles conclusions, pour anticiper ce qui peut arriver, ce qui est probable, afin de transcrire ce qui est prometteur, ou qui a déjà parfois fait ses preuves, en propositions tangibles. Et aujourd'hui, pour comprendre les enjeux liés à notre production française d'électricité, l'évolution de la situation et ce qu'il serait possible ou pas de faire, je reçois Tristan Camin, ingénieur en sûreté nucléaire. Tristan Camin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Tu es ingénieur en sûreté nucléaire, oui, mais aussi vulgarisateur, connu sur Twitter, Twitch. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste ton métier? Mon métier, c'est faire des études de sûreté en support à la maintenance d'installations nucléaires. Pas la maintenance courante, changer les petits matériels, mais les gros composants qu'il va falloir remplacer ou réparer parce qu'il y a une défaillance. C'est de l'ordre de l'exceptionnel, pas de mode opératoire, pas de procédure qui existe, donc il faut tout étudier de A à Z. Okay. Comment on va réparer, comment on va remplacer. Et moi, j'étudie toute la partie risque, nucléaire, non nucléaire, sur ces opérations-là. D'accord, bah ça tombe bien parce que justement sur la question des risques, on va avoir pas mal de trucs dont on va discuter. Sur Twitter, sur Twitch, sur les réseaux sociaux, tu donnes aussi ton avis de spécialiste sur le grand dossier du moment, le grand débat du moment, surtout qu'il y a quelques semaines, on va y revenir, il y a le rapport RTE qui est sorti sous le titre Futur énergétique, donc le sujet est un petit peu sur toutes les lèvres en ce moment. Donc comment est-ce que tu conçois, au-delà de ton travail, l'entreprise de vulgarisation que tu mènes à bien sur les différentes plateformes? À la base, c'est né d'un sentiment un peu de révolte quand j'ai découvert le nucléaire un peu par hasard au cours de mon cursus universitaire, enfin d'études. Et j'ai voulu m'intéresser à pourquoi c'était tant décrié, pourquoi il y avait tant de polémiques. J'ai commencé à regarder ce qui se disait côté anti-nucléaire. J'ai découvert un monde entre ce que moi je voyais par des professionnels du secteur dans un cadre vraiment très très rigoureux et ce qui se disait dans les sphères médiatiques, dans les groupes écologistes, parce que j'avais une sensibilité déjà écologiste au départ. Et donc très vite je me suis dit je vais essayer, à mon échelle je savais pas comment, sans aucune méthode, sans aucune... C'était encore avant l'émergence un peu du mouvement sceptique et tout, donc sans aucune méthodologie. Je vais essayer de faire un peu du debunk, d'apporter des contre-éléments, voilà. Et puis peu à peu ça s'est structuré, j'ai pris un peu mes marques, mes habitudes, j'ai essayé de perdre les mauvaises, de garder les bonnes habitudes, voilà. Donc zététicien avant l'heure, on va dire. C'est ça, je me suis jamais associé au mouvement, mais j'en ai beaucoup appris parce que en termes de méthode, à la fois pour analyser, comprendre, vérifier et pour essayer de transmettre l'information, il y a toujours une bonne chose à récupérer.
Et d'ailleurs, justement, alors t'es souvent vu un petit peu comme un lobbyiste, un méchant lobbyiste pro-nucléaire pour les anti-nucléaires, pour les écologistes, et pour les pro-nucléaires, mais à 100%, qui sont vraiment anti-renouvelables, ils te regardent aussi un petit peu de haut. Du coup, c'est quoi? C'est la rançon du succès? C'est bon signe quand les idéologues te conspuent? J'ai envie de le croire, oui. Non, j'essaie d'être aussi mesuré que possible. Alors, j'ai eu une phase où j'ai considéré que l'éolien solaire ne servait vraiment à rien. Okay. En France. Je précise en France, dans d'autres contextes, ça peut être différent. J'ai toujours admis ça. Et puis, aujourd'hui, en fait, on parle plus de remplacer le parc nucléaire maintenant, mais plutôt de préparer son renouvellement à moyen terme. Et du coup, ce que je considérais comme étant inutile aujourd'hui, en fait, je me rends compte qu'on aura peut-être beaucoup besoin dans 10 ans, dans 20 ans, et donc c'est aujourd'hui qu'il faut s'y mettre. Donc c'est vrai pour le nucléaire comme pour l'éolien ou le solaire. Ouais, d'ailleurs on va en reparler parce que ça fait partie des différents scénarios de RTE. Mais d'abord, on va peut-être reposer le cadre du débat. Petit point sur l'électricité en France. Ça va paraître tout con, mais je pense que ça serait pas mal de revenir un petit peu là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on en a besoin pour les particuliers, pour l'industrie, pour les services? Qu'est-ce que représente notre consommation pour qu'on puisse juste évaluer, avoir une idée de... Je pense qu'il peut être intéressant, c'est de comprendre comment on répond à la demande, qu'elle vienne, comme tu l'as dit, de l'industrie, des personnes, des services, à un moment donné. En fait, il faut avoir en tête que sur le système électrique, il n'y a pas vraiment d'amortisseur, il n'y a pas de stockage, très peu. Donc il faut à chaque instant, chaque seconde, produire autant qu'on consomme. Et donc la demande, elle est fixée par les usagers, par les gens qui ont besoin de cuisiner quand ils rentrent le soir, de charger leur voiture électrique demain, les usines qui ont besoin de tourner, qu'elles soient en heure normale ou en 24h/24, les services, voilà. Et donc le système électrique qu'on a en France, c'est qu'on va avoir une base d'hydroélectricité qu'on appelle au fil de l'eau, donc c'est les grandes centrales sur les fleuves sans barrage, vraiment les grandes centrales comme il y a à Toulouse, à Lyon, dans les grandes villes, qui vont fournir un premier ruban de production. On va avoir le solaire et l'éolien en fonction de leur capacité qui vont rajouter un ruban ou au contraire des courbes de production très oscillantes, ça dépend. Pour le solaire, ça va forcément osciller au rythme de la journée. Pour l'éolien, ça peut osciller sur une journée comme rester stable, ça dépendra vraiment de la météo. Et surtout, par-dessus ça, on a une énorme quantité de nucléaire qui va s'adapter aux variations de consommation sur la journée, sur la semaine, sur l'année également. Et puis, au-dessus de tout ça, pour gérer les pointes, les variations rapides, il va y avoir les barrages hydrauliques et éventuellement, si la demande est vraiment élevée, des centrales à gaz, voire à fioul ou à charbon. D'accord. Encore en France aujourd'hui, à fioul, à charbon Ça va arriver surtout à la mi-saison parce que les centrales nucléaires sont souvent arrêtées l'été et redémarrent l'hiver pour les grosses consommations. Donc à la mi-saison, il peut y avoir, si une petite vague de froid à l'automne, typiquement, il va y avoir un petit peu de charbon qui va tourner. Okay. Oui, et puis sinon, en plein hiver, quand la demande devient vraiment élevée, le parc nucléaire, il a un dimensionnement, il ne peut pas aller au-delà. Les centrales hydrauliques, pareil, on ne peut pas pomper plus d'eau qui n'en coule dans les barrages. Et l'éolien et le solaire, c'est seulement qu'il y a du vent, du soleil ou pas. Voilà. Je ne savais pas du tout qu'on était encore adossé quand même dans les moments de grand besoin. Le gaz, on sert encore pas mal. En vrai, on a vraiment un ruban de gaz quasiment tout l'hiver et assez des pointes. Le fioul et le charbon, le charbon c'est rare et le fioul c'est vraiment de l'exceptionnel. Ça va être des pointes qui vont durer quelques heures, quelques jours dans l'année. Voilà. Okay. Tout ça, on le produit en France. La France, elle produit toute cette électricité dont on a besoin. On est en situation d'autosuffisance là, à l'heure actuelle. Quasiment. En fait, il n'y a que vraiment sur les très grosses pointes de consommation, on va devenir importateur de manière passager. Mais l'essentiel du temps, la France exporte de l'électricité. Et en bilan net sur l'année, on est très largement exportateur. Je crois qu'on est le premier exportateur d'électricité au monde. Au monde ? Devant les États-Unis même. Oui, parce que les États-Unis vont beaucoup dépendre des énergies fossiles pour leur électricité. Donc, ils ne vont pas forcément chercher à brûler du gaz pour exporter l'électricité, ou surtout aux Canadiens d'un côté qui ont des barrages à foison. Et au sud, au Mexique, qui ne consomme pas beaucoup d'électricité rapportée à ce que fait les États-Unis. Les États-Unis sont un continent à part entière, donc ils ont plus de mal à exporter que nous qui sommes une brique au milieu d'un continent. Donc c'est quand même un atout d'avoir la possibilité d'avoir ça, et en plus, visiblement pilotable, en fonction de nos besoins, et pour répondre à la demande dans les moments où c'est le plus compliqué. Oui, il y a des fois on se met à importer l'électricité, non pas par besoin, mais parce qu'il y a une surproduction, par exemple éolienne en Allemagne, donc les prix de marché d'électricité vont aller s'effondrer. L'électricité va valoir 0 sur le marché, voire valeur négatif. Okay. Donc là, on va préférer baisser, voire arrêter les centrales nucléaires pour importer l'électricité à un prix qui est tellement faible que c'est plus rentable que de faire tourner nos centrales. Et arrêter une centrale, ça coûte pas cher, ça demande quand même un petit peu de temps avant de l'équilibre financier, il n'est pas facile à trouver. Ouais. C'est que dans certaines circonstances de prix de marché, souvent c'est quand les prix de marché deviennent vraiment négatifs. Donc l'Allemagne, par exemple, va nous payer pour qu'on absorbe ces excédents de production éolienne, ça arrive...
Ça arrive notamment à la mi-saison ou l'été, lors des gros coups de vent. Donc là, on a l'atout de pouvoir juste baisser la production de centrales nucléaires. Généralement, on va éviter de les arrêter parce que c'est toujours des procédures, c'est compliqué de les arrêter. On peut le faire, hein, mais on va plutôt essayer d'en faire baisser la puissance de beaucoup de centrales à la fois pour faire une grosse diminution à l'échelle nationale et pouvoir importer. Mais justement, sur la question de la production en France, donc c'est 71% de notre production électrique qui vient de l'énergie nucléaire. Alors ça suscite évidemment énormément de fantasmes, de peur, parce qu'on ne sait pas comment ça marche. Alors, histoire de démystifier un petit peu, histoire d'être aussi informé en tant que citoyen, parce qu'après on doit voter finalement, et les positions de chacun sur le nucléaire, elles sont quand même assez déterminantes sur nos votes à tous. Mais en même temps, en tant que citoyen, on n'est pas hyper bien informé sur la question, donc comment fonctionne une centrale nucléaire? Alors, c'est pas trop... Non, on va y arriver. Il faut avoir en tête que ça ressemble à beaucoup de centrales qu'on appelle thermiques, donc centrales à charbon, à gaz, donc on est souvent sur un peu le même principe. Gaz, ça peut être différent, ceci dit. C'est qu'on va avoir, l'objectif ultime, c'est d'avoir un flux de vapeur à haute température, de vapeur d'eau à haute température de pression, qui va entraîner une turbine, qui va entraîner un alternateur et produire du courant. Okay. La question, c'est à chaque fois comment on produit cette vapeur. Est-ce que c'est l'eau qu'on envoie dans une chaudière à gaz ou à charbon et qui va s'évaporer? Dans une centrale nucléaire, on va avoir un circuit d'eau qui... Alors, préciser qu'il y a beaucoup de technologies de centrales nucléaires différentes. Il y a une technologie qui est majeure dans le monde, c'est la technologie des réacteurs à eau pressurisée. Donc je vais parler que de ça. C'est 100% du parc français, c'est 70% du parc mondial. Voilà, on va parler que de celui-là. Donc on va avoir un circuit d'eau en circuit fermé à haute pression, haute température, 150 bars, 300 degrés, qui va être réchauffé par un cœur nucléaire. Je vais y revenir sur ce cœur-là. Ce circuit d'eau va passer dans des échangeurs de chaleur, qu'on appelle les générateurs de vapeur. Dans ces échangeurs, il y aura un autre circuit d'eau qui va circuler, pas d'échange de matière, qu'un échange de chaleur entre les deux. Et ce deuxième circuit, qu'on appelle le secondaire, va passer sous forme de vapeur, entraîner la turbine. Un troisième circuit ouvert sur l'environnement va liquéfier la vapeur après passage dans la turbine, et ça va recycler comme ça. Donc le premier circuit fermé, le deuxième circuit eau vapeur fermé, et le troisième circuit, lui, est ouvert sur l'environnement. Les panaches d'eau au-dessus des centrales nucléaires qui ont des tours, par exemple, c'est ce circuit-là. Je reviens sur mon premier circuit, le circuit primaire. Comment est produite la chaleur dans le cœur nucléaire? Il faut visualiser le combustible nucléaire sous forme de petites pastilles de quelques grammes, 1 cm de diamètre, des cylindres, 1 cm de diamètre, 1 cm de haut. C'est tout petit comme ça. Ah ouais, vraiment. Ouais. Empilés dans des tubes qui font dans les 4 ou 5 mètres de long. Okay. Et des tubes comme ça, on appelle ça des crayons. Tu en mets à peu près 40 000 parallèles, très proches les uns des autres, et tu vas faire circuler l'eau là-dedans. Quand tu as les bonnes conditions de température, enfin, tu as plein de conditions à remplir, ces petites pastilles d'uranium vont entrer en fission, en réaction en chaîne. Donc les noyaux d'uranium 235 essentiellement vont éclater, ce qui produit de la chaleur. Et après, cette chaleur, au travers de ces gaines, de ces tubes, va être transmise à l'eau. Donc elle va rentrer à 300 degrés, sortir à 330, et ensuite aller libérer sa chaleur vers les circuits secondaires pour produire la vapeur. C'est ça qu'on appelle le cœur du réacteur. En fait. C'est ça, c'est cet ensemble de crayons remplis de combustible nucléaire. Ok, mais du coup ça dégage, au final, il n'y a pas de liquide radioactif qui sont déversés dans l'atmosphère, parce que c'est vrai que c'est une des questions qu'on entend souvent, qui fait un petit peu peur ou quoi. Le combustible est vraiment sous forme de crayon solide. Ouais. Par contre, plusieurs phénomènes physiques vont faire que dans le circuit primaire, il va y avoir un peu de radioactivité qui va se transmettre. D'accord. Parce que les métaux vont absorber, les métaux du circuit vont absorber des neutrons qui viennent de la réaction en chaîne, et ça va les transformer en métaux radioactifs, faiblement, mais un petit peu, et qui vont être ensuite un petit peu corrodés par l'eau. Donc le circuit primaire, il faut considérer qu'il est assez radioactif. Okay. C'est pour ça que le circuit de vapeur, c'est ça, le circuit de vapeur, lui, il est physiquement indépendant, il n'y a qu'un échange de chaleur et pas de matière. Après, il faut avoir en tête que le circuit primaire, il y a des traitements chimiques qui sont faits dessus pour le purifier, le garder à la bonne chimie, le bon pH, la bonne concentration de bord, enfin bref. Et du coup, ça va produire des effluents qui ensuite sont traités par ce qu'on appelle une station de traitement des effluents, qui sont radioactifs, donc il y a des déchets radioactifs qui ont été produits déjà issus du circuit primaire. Okay. Voilà. Avec des conséquences potentiellement dangereuses sur l'environnement, sur la santé, des gens qui se trouvent à proximité, comment ça se passe? Le gros de la radioactivité va être piégé dans des résines de filtres ou dans des boues, des choses comme ça, mais il y a une partie qu'on accepte de rejeter dans l'environnement, okay. Soit sous forme liquide, soit sous forme aérienne, et du coup les exploitants, en l'occurrence EDF en France, qui est le seul exploitant de centrale nucléaire, doit contrôler déjà l'ensemble de ces rejets en temps réel, en moyenne hebdomadaire, en moyenne journalière selon les rejets.
et étudier comment ils se répartissent dans l'environnement, dans l'eau qu'on boit, dans l'eau que boivent les animaux qu'on mange, dans les champs, dans l'air juste, et évaluer la dose de radioactivité que va recevoir la population la plus exposée. Et il faut avoir en tête que pour une centrale nucléaire, on est autour d'1 millième de la radioactivité naturelle. D'accord. Voilà. Ah oui, ça va. C'est pas compliqué. Non, mais parce que c'est vrai que la question justement des rejets, des effluents... Non, il faut pas avoir peur de dire que oui, il y a des rejets, qu'il faut regarder leur impact, le surveiller en continu. Et on sait qu'il n'y a aucun sujet sanitaire derrière, mais parce qu'on surveille, parce qu'on contrôle, parce qu'on sait ce qu'on fait. Et d'où l'intérêt d'ailleurs d'avoir un État en tout cas qui met des normes, qui régule tout ça, parce que sinon ça peut potentiellement être dangereux. Et non seulement qui fixe des normes, mais en plus qui va avoir des agences indépendantes d'EDF et qui vont pouvoir aussi faire des contrôles de rejet, des contrôles dans l'environnement, pour vérifier que toutes les modélisations qu'on fait des doses que reçoivent les personnes sont basées sur quelque chose de concret. Tu parles de l'agence de sûreté nucléaire? En l'occurrence, l'autorité de sûreté nucléaire va fixer les normes, les autorisations de rejet, et c'est l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui est l'expert technique en fait de l'autorité, qui va lui plutôt aller faire les mesures, faire les rejets, faire les évaluations. Sur la question de la sécurité des centrales, alors au-delà des questions de fuite et de pollution, le truc qui revient quand même régulièrement, c'est oui mais Tchernobyl, oui mais Fukushima, est-ce que potentiellement ça pourrait arriver en France? Ce sont deux questions qui sont incroyablement différentes et ça les gens n'ont pas conscience. En fait, Tchernobyl c'est un type de réacteur qui est complètement différent de tout ce que j'expliquais tout à l'heure. Un réacteur avec du refroidi à l'eau qui s'évapore directement dans le cœur, dans un gros bloc de graphite qui sert à contrôler la réaction en chaîne, pour dire les choses simplement. Il n'y a rien de fonctionne pas du tout pareil que nos réacteurs. Et donc ce qui s'est passé à Tchernobyl... Technologie Tchernobyl, déjà c'est une technologie complètement différente, ça se fait plus. En Russie toujours. Ah oui d'accord, en Russie. Voilà. Ils ont encore des réacteurs de ce type-là qui sont en service. Il en existait d'autres en Lituanie, ils ont été arrêtés. En Ukraine, ce Tchernobyl, les 4, donc ils ont fonctionné jusqu'à la fin des années 90-2000, ils ont été arrêtés. Et donc ce qui s'est passé à Tchernobyl, c'était une suite d'erreurs de conception et d'exploitation et de culture de sûreté et de gouvernance politique. Toutes les erreurs possibles ont été faites. Mais le phénomène à la base de l'accident, c'est un phénomène qui ne peut pas se produire sur les réacteurs français, physiquement. Dans nos réacteurs, il y a une relation physique entre la puissance de la réaction en chaîne et la température de l'eau. Quand la température de l'eau augmente, ça étouffe la réaction en chaîne, donc la puissance va diminuer, donc la température va redescendre. Inversement, s'il y a un phénomène quelconque qui fait baisser la température, ça va faire augmenter la puissance de la réaction en chaîne, donc la température va remonter, donc ça va se stabiliser en permanence comme ça. Et ça se fait de manière physique instantanée quasiment. Dans le cas de Tchernobyl, il y avait un cas de figure, une situation, une configuration où c'était l'inverse. Si la température augmente, la puissance augmente, donc la température augmente, donc la puissance augmente, et ce en l'espace de quelques millisecondes, et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés dans cette configuration-là, pour des erreurs de conception, pour des erreurs humaines, à déclencher une réaction en chaîne extrêmement brutale, extrêmement rapide, qui a conduit à l'explosion du réacteur. Donc voilà, dans nos réacteurs, cette configuration-là instable n'existe pas. Donc c'est matériellement impossible qu'il y ait un Tchernobyl français. C'est ça. Concrètement. C'est même pas genre non, mais on a tout bien fait, on a tout bien réussi. C'est pour des raisons physiques. Physiquement pas possible. Et il y a un autre phénomène, c'est qu'après l'explosion à Tchernobyl, il y a eu le feu du graphite des réacteurs. Il n'y a pas de graphite dans nos réacteurs. Ok. Fin de l'histoire, des bunkers terminés. Non, voilà. En fait, Tchernobyl a eu très peu de conséquences sur la sûreté nucléaire en France parce que c'est tellement différent, tellement tout ce qu'on n'aurait jamais fait que il n'y avait pas de leçons à en tirer pour nous. Fukushima, c'est une autre histoire. C'est encore une autre technologie de réacteur, mais qui est beaucoup plus proche des nôtres. D'accord. En fait, dans l'idée, c'est qu'il y a un circuit de moins, c'est directement dans le cœur que produit la vapeur qui va dans la turbine. Il n'y a pas d'intermédiaire, d'échangeur intermédiaire. Voilà, c'est la grosse différence. Et alors, Fukushima, il faut avoir en tête que c'était à la base un phénomène, un aléa naturel extrême, quand même. On parle d'un tsunami, d'un séisme qui est parmi les plus puissants qui est connu l'archipel nippon sur je sais pas combien de siècles. Un tsunami qui a fait à peu près 18 000 morts dans la foulée. Donc on est sur des conditions qu'on n'imagine pas rencontrer en France. Oui, sachant que le Japon est quand même une île assez géologiquement instable, on va dire, sur une faille. Et il faut avoir en tête que le séisme n'a pas endommagé la centrale plus que ça. C'est vraiment le tsunami, mais la centrale elle s'est arrêtée sur le séisme, elle est restée en état sûr, aucun problème. Tant que la vague n'était pas arrivée, ça se passait très bien. Donc ils étaient prêts à encaisser un séisme comme ça. Cette centrale-là n'était pas adaptée pour encaisser la vague. D'autres l'étaient. Pour l'anecdote, il y a une centrale qui est, je crois, légèrement plus au nord, la centrale de Nagawa, qui a été encore plus proche de l'épicentre, donc qui a pris une vague encore plus haute. Mais ils savaient, les digues étaient assez hautes, aucun sujet. Aucun problème. La centrale servit de refuge aux populations. Ok. Donc il y a eu un problème au niveau de la gouvernance qui a décidé non, la digue est assez haute.
Donc il y a eu trois grandes leçons à tirer de Fukushima sur la gouvernance, l'importance de l'autorité de sûreté indépendante, le plus possible de l'État et complètement des industriels. C'est ce qu'on a en France, c'est ce qu'on avait déjà en France avant. Donc nous, on n'a pas été directement concernés par cette leçon-là. Le fait que les aléas extrêmes, même sans se dire qu'il faut être prêt à tout, il faut avoir un minimum de moyens de réponse aux aléas extrêmes. En fait, quand on construit une centrale, on est obligé de dire à un moment, telle agression est trop improbable, je ne vais pas dimensionner la centrale à la chute de météores sur la centrale, c'est trop improbable. Donc il y a forcément un seuil à placer quelque part, et historiquement, on a un petit peu eu tendance à dire que tout ce qui était au-delà de ce seuil-là, tant pis, on ne regarde pas, si ça arrive, allez à Jacques Est. Après Fukushima, on s'est rendu compte que c'était quand même pas suffisamment improbable pour que ce soit acceptable comme philosophie. Bon, la culture des populations a changé, hein. Ce qui était acceptable il y a 30 ans n'est plus aujourd'hui. Hein. Et donc on a dû, en France, s'adapter, on continue à s'adapter aujourd'hui d'ailleurs, pour que même les aléas extrêmes au-delà de ce seuil, on ne soit pas parfaitement dimensionné à les gérer, mais on sache remédier à la situation, assurer le minimum vital pour éviter la catastrophe. D'accord. Voilà. Et la troisième leçon, ça a été comment on gère les populations en cas d'accident majeur, parce qu'à Fukushima, ça a été fait incroyablement mieux qu'à Tchernobyl. Ils ont fait le mieux qu'ils savaient faire à l'époque, mais aujourd'hui, on sait, c'est triste, hein, mais avec cette expérience-là, on sait comment faire encore mieux. D'accord. Pour le dire de manière plus crue, hein, on estime qu'il y a eu à peu près 2000 morts à Fukushima de la catastrophe naturelle, de la catastrophe nucléaire, pardon, et pas du tout des retombées, juste du stress, des traumatismes, de l'évacuation. Des personnes âgées qui n'ont pas supporté le choc, des gens qui ont été arrachés à leur vie, qui ont sombré dans l'alcoolisme ou l'obésité, donc des surmortalités. Donc l'accident nucléaire, les radiations n'ont pas fait de victimes, au plus une, il y a un débat sur une personne. D'accord, ah oui, on n'est clairement pas sur du Tchernobyl non plus. C'est ça. Les autorités ont quand même fait leur boulot dans la foulée de la catastrophe. Aujourd'hui, c'est comment on gérerait mieux les évacuations pour éviter d'avoir, comment on aurait pu éviter d'avoir des morts dans la population évacuée. À cause du stress et des traumas, c'est fou. Donc on évacue moins des gens, un exemple, une personne qui a 60-70 ans, qui a sa petite vie proche de la centrale, est-ce que ça vaut le coup de l'arracher à tout ça parce qu'à cause des retombées, elle risque de contracter un cancer dans 20 ans? Est-ce que ça vaut le coup de risquer de la tuer sous choc ou de l'arracher à tout ce qu'elle a alors qu'elle a déjà très peu de chances très peu de chance. Elle n'est pas sûre de vivre assez longtemps pour le cancer radio-induit et le temps de se développer avec une probabilité de moins d'1% en plus. Hein. On est sur des probabilités très très faibles de cancer, des surprobabilités très faibles. C'est des questions éthiques que pour le coup les scientifiques eux-mêmes auxquels les scientifiques ne peuvent pas vraiment répondre. C'est plus pour le coup c'est aux politiques, à ceux qui prennent les décisions de prendre ça en considération en tenant compte de la vie aussi des populations concernées, de la culture. Je sais pas, par exemple au Japon, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas sur ces questions-là. Le rôle des scientifiques, ça va être de dire le plus tôt possible en cas d'accident, voilà, telle population risque d'être exposée à telle dose, avec tel risque pour leur vie, à telle échéance. De savoir produire toutes ces données de la manière la plus synthétique et efficace possible pour que les politiques décident, ok, ces personnes-là on les évacue, celles-là tant pis, enfin on leur laisse le choix. On leur laisse le choix, oui voilà. Leur dire non, bah non, toi tu restes là. On imagine la faire ça, bien sûr. C'est peut-être moyen quand même. Est-ce qu'on, de toute façon, de manière ou d'une autre, les gens ont toujours le choix, hein, s'ils refusent de bouger chez eux, on va pas les y arracher. Bien sûr. Mais on va leur, ce qu'il faut, c'est aussi donner aux gens les éléments pour eux-mêmes faire le choix, quoi. Ouais. Voilà, si vous déménagez, vous rentrerez chez vous peut-être que dans 5 ou 10 ans. Si vous restez, aucun problème. Par contre, vous aurez, au lieu de 30% de chance de mourir d'un cancer dans les 30 ans, vous aurez 32-33%. Après, aux gens de faire leur arbitrage. Aux gens de faire leur avis, de se faire leur avis. Un peu morbide quand même. Oui, mais on parle de gestion d'accident grave, donc faut pas nier le risque. On a beau tout faire pour le maîtriser, être très confiant sur le fait que ça se produira pas, faut être en mesure, si ça se produit quand même, d'y répondre. Bien sûr, de toute façon, la sécurité avant tout, surtout sur un sujet comme celui-là. Et puis c'est important aussi justement que chacun sache à ce moment-là quel est son rôle, que justement les politiques, on leur demande pas de trouver des solutions comme ça sorties d'un chapeau non plus. Il y a des gens qui sont là, dont le travail est précisément d'aiguiller ces choix, ces décisions importantes-là. C'est toute la philosophie qu'on a en sûreté nucléaire à la base. Un des fondamentaux de la sûreté nucléaire, c'est ce qu'on appelle la défense en profondeur. Alors, sans rentrer en détail, juste la version simple, c'est tu fais tout pour prévenir un accident. De bout en bout, vraiment, tu analyses tous les risques, tu mets toutes les redondances qui va bien, mais tu postules quand même qu'il va se produire et qu'il va falloir limiter les conséquences. Voilà, c'est comme ça qu'on doit raisonner normalement, quasiment systématiquement. Donc c'est cette philosophie-là que j'applique là à ce que je te dis, quoi. C'est bien, c'est ma philosophie de vie, ça. Se préparer au pire, mais s'attendre au meilleur quand même.
Enfin voilà, tout faire pour que le meilleur se passe. Ça me plaît bien. Ok, sur la question des... Si, peut-être revenir sur les déchets, parce qu'on parle quand même, on entend pas mal la question de l'enfouissement des déchets. Enfin, moi je suis de la Meuse, et à Bure, il y a cette ZAD où les gens sont légitimement inquiets de savoir ce qui va se passer, parce qu'on enfouit des déchets sous terre, chez eux, parce que c'est dangereux. C'est bien sécurisé que ça va pas s'échapper dans le... Moi actuellement je vis dans le Cotentin, les déchets qui sont destinés à CIGEO ils sont à côté de chez moi, ils sont à même pas 20 bornes aujourd'hui. Ça les dérange pas plus que ça ces gens-là, donc ils se posent moins la question. Attends, mais c'est quoi ce troisième bras qui te... Non, en vrai les déchets pour nous c'est complètement transparent, mais à l'échelle de l'usine qu'il y a dans le Cotentin c'est rien les déchets. Bon, plus sérieusement, faut avoir en tête que les déchets qu'on a produits ou qu'on produira en France, c'est dans les 30% déchets très faiblement radioactifs, donc on sait très bien gérer dans des sites de stockage en surface. Ça prend un petit peu de place, il faut anticiper le fait que bientôt le site actuel il sera plein, qu'il va falloir l'agrandir. Il n'y a pas d'enjeu sanitaire particulier, c'est même pas une installation nucléaire le site de stockage. Okay. Ils sont tellement peu radioactifs que c'est même pas une installation nucléaire. Okay. Voilà. Il y a 60% des déchets, c'est des déchets qu'on appelle de faible et moyenne activité à vie courte. C'est des déchets qui sont assez radioactifs pour qu'on les gère avec pas mal de précautions, mais à une échelle de temps qui est compatible avec les sociétés humaines, on dit couramment que leur radioactivité tombera à un niveau négligeable naturel, quoi, en maximum 300 ans. Ok, donc c'est une demi-vie de... Demi-vie de maximum 30 ans. Okay. On dit qu'en général on dit demi-vie, donc en l'occurrence 300 ans, on arrive au niveau de la radioactivité naturelle. Okay. Donc 300 ans, c'est ce qu'on va utiliser pour des déchets plastiques, des déchets industriels classiques, souvent beaucoup plus pour les déchets industriels d'ailleurs. Donc c'est pour ça, ceux-là on les stocke pareil en surface. Il y a un site à côté de chez moi justement qui est fermé depuis 1994 et un autre qui est en cours de remplissage dans l'Aube. Mais à l'échelle d'une vie humaine quand même, 300 ans... Oui, mais la société industrielle ne se gère pas à une échelle de vie humaine de toute façon. Hein. Voilà, c'est aussi simple que ça. Toutes les infrastructures qu'on construit dans lesquelles on vit ne sont pas à l'échelle d'une vie humaine. Oui, bien sûr. D'où l'importance d'ailleurs que les gens qui sont chargés de prendre les décisions anticipent, pas simplement pour leur réélection, quoi, mais pour les générations qui arrivent. Sur tous ces déchets-là, on a des gestions à long terme qui se passent assez bien, il n'y a pas trop de sujets en vrai. Ensuite, il y a quasiment 10%, donc là j'ai fait 30%, 60%, je suis à 90% déjà. Okay. On va dire qu'il y a un peu plus de 5%, j'ai un peu arrondi les nombres, mais un peu plus de 5% de déchets qui sont peu radioactifs mais à vie longue. Cela, c'est beaucoup de déchets historiques des premiers réacteurs nucléaires qu'on a eu en France. On n'a pas encore mis en place de solution pour les gérer, parce qu'il va falloir les gérer au long terme. Et on pourrait faire du stockage profond, je vais revenir sur le stockage profond, mais c'est très cher pour des déchets peu radioactifs. Donc on cherche quelque chose d'un peu plus optimal, tu vois. Bon, actuellement, ils sont entreposés en surface, là où ils ont été produits, c'est pas un grand sujet. Et puis enfin, on arrive sur les 3% de déchets qui concentrent 99,9% de la radioactivité, ceux qu'on dit de moyenne et haute activité à vie longue. Ceux-là, pour l'essentiel, aujourd'hui, on sait très bien les gérer, généralement dans des puits ou dans ce qu'on appelle des alvéoles tout en longueur, qui sont ventilés, qui sont en convection naturelle en général, en surface ou à très faible profondeur. C'est quelque chose qui est très très sûr, très performant, pas très coûteux, et qu'on pourrait tout à fait envisager de pérenniser. Alors, les infrastructures, ça n'auront pas des millénaires. Donc il faudrait tous les 100, 200 ans, 300 ans, ressortir les déchets, refaire des entreposages, les reconditionner les déchets, les y remettre. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait, c'est tout à fait techniquement acceptable et envisageable de faire ça. Okay. Le truc, c'est qu'on parle de le renouveler tous les 100 à 300 ans pendant des millénaires, des générations et des générations à plus en compter. Donc la philosophie, la décision qui a été prise, qui a été construite en France et dans plein de pays en fait, au fil des décennies. En France, ça a vraiment commencé avec une loi en 91, cette histoire-là. C'est de dire, prolonger comme ça de génération en génération, éternellement, quasiment éternellement, c'est pas acceptable. Donc on veut mettre au point une solution pour stocker définitivement ces déchets qui se passent d'intervention humaine à jamais. C'est là qu'on en vient à la géologie, au stockage en couches géologiques profondes, dans des formations rocheuses qui ont des propriétés mécaniques, chimiques, thermiques, telles que les radionuclides vont rester confinés. Ah oui, puis avec les mouvements, ne serait-ce que des plaques tectoniques ou... Dans les régions... Ça les fait pas bouger, quoi. Vous les stocker à des endroits bien précis, quand même. Oui, voilà, c'est ça. On choisit une région qui est géologiquement stable. Et la tectonique, dans ces régions-là, elle se gère sur des dizaines de millions d'années. Okay. Or, nous, on parle d'un stockage sur 100 000 ans, en vrai. Donc là, à l'échelle géologique, c'est rien, la durée qu'on veut mettre. Donc quand on va construire les tunnels pour faire les entreposages, donc on va... Je vais reprendre... On va stocker ces déchets-là dans des formations géologiques qui sont quasiment imperméables,
très très peu perméable, donc le temps que la radioactivité se diffuse vers l'environnement. Parce que ça marche comment en fait? Enfin, du coup, la radioactivité, elle fuite à travers les matériaux. A priori, non. C'est pas trop un sujet de fuite de la radioactivité en elle-même. Les emballages, alors, pour les déchets les plus radioactifs, c'est vitrifié, c'est une sorte d'obsidienne, donc c'est quelque chose qui est extrêmement stable. Et dans tous les cas, c'est dans des emballages en inox, éventuellement enrobés de béton, donc c'est quelque chose qui est très très imperméable. D'accord. Donc c'est pas que la radioactivité va fuir en elle-même, c'est que les roches sont saturées en eau, et cette eau va progressivement, au fil des millénaires, ronger le béton, corroder l'acier, même l'inox, ça va le corroder un jour ou l'autre. Et c'est cette eau qui va ensuite venir lécher les matières radioactives et se charger en radioactivité. Et c'est cette eau-là qui peut circuler, voilà. Mais en fait, on est sur des vitesses de circulation de l'eau de l'ordre, je crois, du centimètre par millénaire. On est sur un enfouissement à 400 mètres de profondeur, plus de 400 mètres de profondeur. Donc le temps que l'eau transporte la radioactivité vers l'environnement, et encore que pour les radionucléides qui peuvent se dissoudre dans l'eau, hein, c'est pas le cas de tous, la plupart sont juste plus radioactifs. Parce que la radioactivité, ça diminue naturellement avec le temps. Voilà. Donc c'est toute l'idée qui est derrière le stockage géologique. Une fois que c'est fermé, que c'est scellé, on n'a plus besoin de s'en occuper. Les générations futures. Alors on va essayer de pérenniser la mémoire, mais les générations futures pourraient juste oublier complètement le site. Ça n'aurait aucune incidence. D'accord. Voilà. Oui, parce que d'ici 100 000 ans, c'est même pas dit que notre espèce soit encore en vie. L'objectif que nous a fixé l'autorité de sûreté nucléaire, c'est de pérenniser la mémoire sur 500 ans. Ce qui n'est pas déraisonnable rétrospectivement. Voilà. Donc si on fait vraiment un gros effort de mémoire, de la connaissance du site, des matières, des dangers, on espère les pérenniser sur 500 ans. On va viser à davantage, mais c'est pas une nécessité, c'est plus éthique qu'une nécessité pour la sûreté. Voilà. D'accord. Un des arguments principaux anti-nucléaires, alors c'est un argument qui peut être assez paradoxal, mais qui pour le coup ne se joue pas à l'échelle de 500 ans malheureusement, mais plutôt sur les 30, avant les 100 prochaines années, c'est la question du dérèglement climatique lié au réchauffement des températures. Et il y a deux arguments qui émanent de ça pour nous dire que du coup il faudrait absolument qu'on arrête le nucléaire. Il y a celui qui dit que comme il va y avoir réchauffement, il va y avoir montée du niveau de la mer et donc les centrales vont être les pieds dans l'eau et ça va faire Fukushima partout. Et le deuxième c'est la question de l'assèchement des cours d'eau et des problèmes que ça peut poser derrière. Assez court, du court terme. Avant la fin du siècle, voilà, tout à fait. Je vais commencer par le sujet central en bord de mer qui est assez rapide à tuer. Il ne faut pas oublier que le niveau de la mer côté Atlantique il varie de plusieurs mètres chaque jour. Et il faut bien voir que ce n'est pas quelques centimètres, quelques dizaines de centimètres sur plusieurs décennies qui vont faire une grosse différence. Les centrales, elles sont surélevées, elles sont entourées par des digues. S'il faut rehausser les digues qui font 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, d'un mètre d'ici la fin du siècle, même pas d'ici le milieu du siècle, ça peut s'envisager. Aucun problème pour le faire, et d'ailleurs c'est déjà quelque chose qui est connu, surveillé. À la centrale de Gravelines, il me semble qu'ils ont déjà commencé à la rehausser. À la centrale du Blayais, sur la Gironde, ils l'ont déjà rehaussé, mais c'est pour une autre raison, c'est qu'ils l'ont fait trop bas au départ. Voilà. Ah oui, c'est pas de bol. C'est pour ça qu'elle a été inondée en 99 et qu'il y a eu un incident sur la centrale. Voilà. Donc rehausser une digue, c'est pas un problème. Les vitesses à laquelle le niveau de la mer monte, c'est pas du tout inquiétant. Il faut avoir en tête que la plupart des centrales actuelles, elles arriveront péniblement à 2050 peut-être, mais c'est pas leur sujet. Et puis les centrales futures qu'on construira, évidemment qu'on prendra en compte que le niveau de la mer a monté. Pas de problème à ce niveau-là. Maintenant, sur le côté des cours d'eau pour les centrales qui sont en bord de fleuve, il y a deux aspects qui sont la sécheresse et la canicule. Donc la sécheresse, c'est l'assèchement du cours d'eau qui sert au refroidissement, et la canicule, c'est la surchauffe vraiment du bâtiment réacteur. La canicule, il n'y a pas vraiment de gros problèmes. Faut juste vérifier que les équipements, notamment ceux importants pour la sûreté, soient capables de fonctionner à des températures élevées. D'accord. Il y a eu des doutes après la canicule de 2003, il faut le dire. Hein, il y a des températures qui ont été atteintes qui étaient au-delà des spécifications de certains matériels. Donc depuis 2003, il y a des vérifications, il y a eu un grand programme d'adaptation au grand chaud et au grand froid aussi, pour s'assurer que les réacteurs... Donc voilà, c'est quelque chose qui est surveillé continuellement par l'autorité de sûreté. Bon, il n'y a pas de sujet particulier. Il suffit de rester vigilant. Et enfin, on en vient à l'assèchement des cours d'eau et donc le manque d'eau pour refroidir les réacteurs. Ce qu'il faut savoir, ce que les gens n'ont pas forcément assimilé, c'est qu'un réacteur nucléaire, ça s'arrête en quelques secondes. Donc s'il y a un problème... On peut arrêter un réacteur nucléaire comme ça? En quelques secondes. Ok. Quand tu l'arrêtes, il va rester une partie de la chaleur produite par la radioactivité qu'il faut continuer à évacuer. C'est parce qu'ils n'ont pas su le faire qu'il y a eu des accidents à Fukushima. Ils ont arrêté les réacteurs dès le séisme, et quand ils n'ont plus eu les moyens de refroidir après le tsunami, ils sont arrivés à un cas accidentel. Mais une fois que tu as arrêté le réacteur, tu baisses instantanément ta puissance de 99%. D'accord. Donc, en fait, si le débit d'eau devient tellement bas que tu dois arrêter le réacteur, tu as franchi 1%
de ta marge de sûreté. Ok. Voilà, vu que t'as plus que 1% de ta puissance thermique, t'as plus que 1% de ta chaleur à évacuer. Donc en fait, on en est très très loin à ce niveau-là. C'est jamais arrivé, je crois qu'on doit arrêter des réacteurs pour des raisons de sûreté. Et si ça devait arriver, on aurait encore une marge d'un facteur 100. Et puis a priori, s'il y a sécheresse, ça se prévoit aussi sur des mois à l'avance. Et on peut anticiper quand même. Oui, en général, pas trop mal, surtout que plus tu arrêtes tôt le réacteur, moins ta puissance est évacuée. Mais en fait, le gros sujet, c'est plutôt des vagues de chaleur qui vont faire que l'eau des fleuves va être trop chaude. Pas pour la centrale, mais pour la vie. Voilà, exactement, ouais. Pour la vie aquatique. Et du coup, la réglementation veut qu'on évite de surchauffer encore plus l'eau à côté centrale, ou de l'évaporer ou de la surchauffer. Et c'est pour ça qu'on arrête de plus en plus souvent des réacteurs l'été, c'est pour éviter de débouillanter, j'exagère, hein, on ne jette pas l'eau à 100 degrés, hein, mais pour éviter de surchauffer la vie aquatique. Et qu'on se retrouve avec des cadavres de poissons qui flottent. Ça arrive même sur les cours d'eau sans centrale, hélas. C'est vrai. Voilà, donc c'est vraiment ça, les arrêts de réacteurs, c'est pas pour des raisons de sûreté, c'est pas pour des raisons d'incapacité à refroidir le réacteur, c'est pour protéger la biodiversité. Donc, s'il y avait un sujet de sûreté nucléaire, bon, tant pis, on accepterait de surchauffer les poissons, vaut mieux ça qu'un accident nucléaire, mais en fait, là, c'est pas du tout cette question-là qui se pose. Ok. Bah, c'est plutôt rassurant en fait tout ça. On va passer peut-être à la deuxième partie de cet entretien, qui est au-delà de la question de comment fonctionne l'énergie nucléaire en fait dans la production d'électricité, sur la manière d'anticiper comment les besoins vont évoluer dans les années à venir. Et là-dessus, en tout cas sur la production d'électricité qui vient du nucléaire, en France ces dernières années, elle a diminué. On est passé de, je sais plus, 76% en 1995 à aujourd'hui on est à 71% de notre électricité qui vient du nucléaire. Ça paraît faible, mais comme on parle de chiffres absolument énormes, voilà, en France on a quand même fermé une centrale entre temps, c'est Fessenheim, c'est l'an dernier je crois. 2020, oui. 2020. Donc ce qui va encore faire baisser la part du nucléaire dans notre mix électrique. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une erreur selon toi de fermer des centrales, de diminuer la part du nucléaire dans notre mix électrique? La part elle a baissé pour deux raisons, au numérateur et au dénominateur. Le numérateur c'est, alors aucun n'a fermé Fessenheim, mais surtout c'est la production nucléaire dans l'ensemble qui a baissé parce que les centrales sont en maintenance, parce qu'il y a eu des grands programmes d'arrêt pour le grand carénage, donc on a juste moins produit. Et les dénominateurs augmentent parce qu'on produit de plus en plus d'énergie éolienne et solaire, donc même si la consommation, même si la production nucléaire restait égale, vu qu'on produit plus d'électricité au total, ça ferait baisser la part. Voilà. Donc ça c'est quelque chose d'un peu subi. Que les productions renouvelables augmentent, c'est pas une mauvaise chose, et que la part du nucléaire, enfin que la production nucléaire baisse, c'est quelque chose qu'on subit, qu'on regrette d'ailleurs, hein, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais c'est pas le fruit d'une décision. D'accord. L'arrêt des réacteurs, par contre, ça oui, surtout sur le Fessenheim où c'est une décision politique, hein, c'est pas une motivation de sûreté qui a été derrière, c'est vraiment le gouvernement qui s'est engagé, Macron qui s'est engagé, lorsqu'il s'est présenté en 2017, à continuer la promesse de Hollande et Royal de 2012. Donc ça oui, c'était une erreur parce qu'aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est comment on va produire notre électricité à l'horizon 2030, 40, 50. Une demande qui va sûrement être en hausse parce qu'on doit sortir des énergies fossiles, donc basculer au moins en partie vers l'électricité. Potentiellement, on parle de réindustrialiser la France, donc encore plus de demandes. Et donc on a besoin d'énergie bas carbone et de faire durer les centrales nucléaires, de préparer leur renouvellement. Et donc un arrêt prématuré, ça paraît complètement aberrant, cette lumière-là. Notre besoin d'électricité va augmenter, notamment du fait qu'on va rechercher des alternatives donc aux fossiles, au gaz, au charbon, et que pour le moment, en tout cas, l'éolien, le solaire ne peut pas pallier l'augmentation des besoins. Donc d'où la nécessité de se poser cette question. On va forcément nécessiter une augmentation drastique de la production d'électricité pour couvrir ces besoins. Le truc, c'est qu'une centrale, on peut peut-être arrêter un réacteur en une minute, mais une centrale, ça se construit pas en 3 jours, ni même en 3 mois. C'est sûr, ça produit beaucoup plus qu'une éolienne. Potentiellement, si on se projette sur l'avenir, ça peut nous permettre de couvrir nos besoins. Enfin, peut-être, je ne sais même pas. C'est toi qui vas me le dire. Mais c'est aussi beaucoup plus loin à construire. Oui. Donc, combien de temps? Et si, concrètement, par exemple, si maintenant on lance la construction d'un EPR tout de suite, on peut espérer quoi comme production et dans combien de temps? Il faut recontextualiser le parc nucléaire actuel. Il a été construit dans l'année fin 70 jusqu'à début 90, le gros des années 80, à une vitesse qui était complètement dingue. On a mis en service jusqu'à 5 ou 6 tranches, je crois, des meilleures années.
Donc tranche, c'est un réacteur plus la partie conventionnelle. C'est un réacteur en fait, une tranche. D'ailleurs, Paris complètement fou à l'époque. Probablement, ouais. De la France. Enfin, Mais c'était une époque où on avait une industrie qui était très grosse croissance. C'était la fin des Trente Glorieuses, mais quand même, c'était voilà, une époque où la France était une grosse puissance industrielle. Donc c'était quelque chose de jouable. Aujourd'hui, on n'est plus un pays d'industrie. On a en plus des exigences de sûreté. Oui, bah, voilà. Ça peut changer. On a des exigences de débat public, de sûreté qui ont été beaucoup plus renforcées, beaucoup plus exigeantes. Donc forcément, on ne pourra pas faire aussi vite, décider aussi brutalement qu'à l'époque. Donc ouais, aujourd'hui, si on décide aujourd'hui de lancer des constructions de réacteurs, on parle de réacteurs qui seraient probablement en service dans 10 ans au mieux, 15 ans plus probablement. Si maintenant, par exemple, ils disent oui, allez, on construit X nouvelles centrales, donc c'est 10-15 ans minimum. C'est ça, le temps de finir les études, de faire valider par l'autorité de sûreté, de faire le débat public, le débat parlementaire. Alors, il y a des choses qu'on peut paralléliser, hein. On peut commencer à faire le terrassement en même temps qu'on valide le dossier de sûreté, des choses comme ça, mais... Donc ça nous amène à 2035 et la hausse de la demande en électricité, elle va pas attendre. Elle commence voilà. Elle va pas nous attendre. Ouais. On en revient au débat qu'il y a aujourd'hui entre renouvelables et nucléaire. Est-ce que le débat a même lieu d'être ? Puisque on va peut-être pas avoir le choix. En fait, le rapport RTE là qu'on a mentionné, il fait état de plusieurs scénarios qui disent qu'on va pas couper au fait de devoir faire les deux, quoi. Déjà parce que les centrales actuelles, elles se déclassent. Enfin, au bout d'un moment, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, elles seront plus opérationnelles dans 10, 20, 30 ans. Et donc de toute façon, déjà, il va falloir reconstruire ou remoderniser celles qui existent déjà, qui vont plus tenir très très longtemps. Et si on veut en faire d'autres, c'est encore plus, quoi. Enfin, c'est... Là, ce qui se ressort du rapport RTE, c'est que ce sera déjà pas mal si on arrive à maintenir la puissance totale. Avec le vieillissement des centrales actuelles qu'on va prolonger, mais sur une certaine limite, et les cadences de construction qu'on peut espérer, si on arrive à maintenir, aujourd'hui on est à 60 gigawatts à peu près, et RTE nous dit dans le scénario le plus optimiste sur le nucléaire qu'on peut arriver à 50 et quelques, je crois, en 2050. Donc on n'est même pas parti pour maintenir la capacité nucléaire actuelle. Voilà. C'est chaud. C'est chaud, mais voilà, on a construit dans des délais records, donc ça va s'arrêter dans une fenêtre de tir qui est très très resserrée aussi. Même s'ils ne vont pas tous s'arrêter au même âge, donc ça va un petit peu se lisser, mais on ne pourra pas reconstruire à la vitesse à laquelle ça va s'arrêter. Donc là, il faut vraiment se poser la question. Enfin, c'est même pas juste se poser la question, en fait, c'est qu'il faut prendre des décisions de manière assez urgente, là. C'est la principale conclusion de RTE, c'est quel que soit le scénario, ils présentent 3 scénarios avec 100% renouvelable à l'horizon 2050-2060, 3 scénarios avec renouvellement du nucléaire plus ou moins important. Quel que soit le scénario qu'on adoptera, il y a urgence. C'est hier qu'il faut décider. Oh la vache. Et donc ça veut dire déployer... De toute façon, tous les scénarios ont à peu près le même point de départ. Il va falloir accélérer sur lancer des nouveaux réacteurs nucléaires, prolonger les actuels et accélérer sur le solaire, sur l'éolien, terrestre et marin. Tous les scénarios partent à peu près... Enfin, sauf ceux qui sont sans nucléaire, mais qui sont très à risque d'échec, voilà, pour dire les choses poliment. Parce que tu crois pas à la possibilité, comme disent les écolos, de la sobriété énergétique, ou plutôt que de chercher à produire pour répondre aux besoins, il faudrait juste avoir moins besoin. Il y a eu plein de débats sur les trajectoires de consommation, de demande que projette RTE, et aussi bien des gens qui disent oui, avec la sobriété on peut faire 100 TWh de moins, que des gens qui disent il va falloir réindustrialiser, on va faire 300 TWh de plus. Mais indépendamment de quelle sera la consommation, il y a la tendance qui reste vraie, qui est que sans nucléaire, ce sera plus compliqué. C'est ça, quand on parle de 500 ou de 1000 TWh, ça restera vrai que ce sera plus compliqué de les remplir sans nucléaire qu'avec. Avec donc plus de défis sur la flexibilité. Flexibilité, c'est un mot valise qui cache beaucoup de choses. Plus d'exigences sur les interconnexions, plus de stockage qui n'est pas forcément encore au point. Une dépendance importante au gaz sans nucléaire, avec la promesse qu'on décarbonera le gaz à terme. Voilà, donc tout ça, c'est des paris sur un enjeu qui est comme énorme, qui est notre sécurité d'approvisionnement électrique et la décarbonation. Donc, moins on prend de risques sur des paris hasardeux. Enfin, après, je raisonne peut-être trop en ingénieur sûreté, hein, mais moins on prend de risques, mieux ça m'arrange, moi, sur des enjeux pareils. Hein. Plus ça arrange aussi peut-être les Français qui seront contents d'avoir accès à une production électrique fiable et de qualité quand même, quoi. Ouais, puis en plus, ce que nous dit RTE, c'est que les scénarios les moins risqués sont aussi les moins coûteux. Ouais. En termes d'investissement à réaliser, les gens s'affolent pour les 20 milliards de l'EPR sur 30 ans, là. Et RTE nous parle d'investissements pour le système électrique qui sont genre de 50 milliards d'euros par an, sur des sommes qui sont monstrueuses. Alors, entre les scénarios, ça varie pas énormément, mais ceux où on compte sur le nucléaire sont moins incertains et moins demandeurs en investissement que ceux sans nucléaire. Et tout ça simplement pour continuer
comme on est, enfin même avec moins de nucléaire que maintenant. C'est-à-dire que on parle même pas là du scénario où il y a réindustrialisation de la France avec des usines qui tournent H24 où il faut énormément de... C'est ça, RTE a fait 3 déclinaisons de ces scénarios, enfin ils ont fait 6 scénarios, et pour 3 trajectoires de consommation électrique, et ils ont présenté que la trajectoire médiane. Okay. Donc d'un côté du spectre, à la trajectoire sobriété, on consommerait beaucoup moins la trajectoire médiane, et à l'opposé, il y a la trajectoire forte réindustrialisation, on consommerait encore plus que cette trajectoire médiane, et donc où les enjeux sur le solaire, l'éolien, le nucléaire et tout le reste seraient encore plus importants. On a les moyens de le faire. Enfin, mettons, non, mais je sais pas, je demande, tu vois, enfin, si on se dit là, ok, il y a des décisions à prendre tout de suite, du coup, ça veut dire quoi? Qu'il faut un état stratège qui anticipe, voilà. Après, effectivement, tu peux pas construire une centrale comme tu changes de slip ou comme tu mets un panneau solaire. Donc, ça demande quand même beaucoup d'investissement, du savoir-faire, des ressources matérielles aussi, une technologie. Est-ce qu'on a encore tout ça? Mettons, tu vois, si on est sur un scénario où il y a un État qui a anticipé et qui dit on va réindustrialiser le pays, on va relancer la construction de 5 EPR, mettons, pourquoi pas. On parle de 6 a priori, voilà. Rapidement. C'est pas encore confirmé ni quoi que ce soit, mais tout le monde s'attend à ce que Macron annonce mettre à son programme 6 EPR en construction rapidement. Et est-ce que la France sait faire? Est-ce que la France sait encore faire ça? C'est un des grands enjeux, mais de toute façon c'est vrai quelle que soit la trajectoire. Et d'ailleurs, RTE a réussi à réconcilier les industriels du solaire et de l'éolien et du nucléaire, parce que chacun dit que on n'est pas capable d'assumer seul la hausse de la demande. Si on veut faire du 100% renouvelable, il faut construire plus d'éoliennes, plus de solaire que le Royaume-Uni ou l'Allemagne à leur plus haut niveau, et maintenir ce rythme. Donc chaque année, il faudra mettre des gigawatts et des gigawatts de solaire et d'éolien en service. Et les industriels du solaire et de l'éolien disent « Oula, oula, oula !» Ah, même eux, parce qu'ils pourront pas suivre. C'est ça. Et même les industriels du solaire et de l'éolien sont partisans de relancer un peu le nucléaire pour répartir un peu la charge industrielle, la charge financière aussi, parce qu'il faut même si c'est des investissements qui vont être sûrement rentabilisés, il faut quand même allonger l'argent à un moment. Donc voilà, aujourd'hui, en fait, il n'y a que les anti-quelque chose qui sont dans une position en désaccord. Oui. Mais sinon, les industriels sont tous à dire oui, non, il y a tellement de boulot qu'on se partage les tâches le plus possible. Voilà. C'est positif, ceci dit. Ça veut dire que tout le monde veut. Tout le monde veut et tout le monde a conscience qu'il suffira pas il y aura pas il suffit de quoi. Ça va être des gros enjeux, il y a des gros défis. Aucune garantie que la transition énergétique se passe bien, hein, mais on a les pistes pour mettre toutes les chances de notre côté, quoi. Et sur du long terme, ceci dit, le nucléaire, parce que l'uranium, c'est des ressources qui sont a priori qui sont limitées en tout cas. Il y avait ce projet auquel Macron a mis un coup d'arrêt quand il est arrivé au pouvoir d'ailleurs, qui parle maintenant de relancer, mais bon, on ne sait pas. Il n'a pas parlé de le relancer, je crois pas. Hein. Bah, pas celui-là, mais enfin, je parle du projet Astrid, là, qui consistait à développer des technologies pour recycler les déchets d'uranium et qui permettrait de donner une plus longue vie à l'uranium et donc à la possibilité d'un parc nucléaire, parce que s'il n'y a plus d'uranium, on fait quoi? On n'a plus de nucléaire non plus. En vrai, aujourd'hui, sur l'uranium, il n'y a pas trop de sujets. On a à peine commencé en fait à en chercher dans la croûte terrestre. Donc on est vraiment au niveau du pétrole au milieu du XXe siècle, à se dire oh là, dans 20 ans il n'y en aura plus. Et puis dès qu'on a commencé à chercher, on a trouvé partout, et aujourd'hui encore on est loin d'être hélas presque en pénurie de pétrole. Sur l'uranium, c'est ça, on sait que si le prix est très bas depuis des années voire des décennies, on sait que si les prix remontent, les prospections vont reprendre. La question c'est est-ce qu'on va mettre en place des mines aussi vite que la demande va augmenter? C'est pas une question de quantité d'uranium et de savoir l'extraire, et puis c'est la même question pour le cuivre, pour le nickel, pour le cobalt, pour tout voilà. La même question pour tous les métaux de toute façon. C'est savoir l'extraire assez vite. D'accord. Et puis voilà, il y a cette option-là qui est ce qu'on appelle la surgénération, donc avec des réacteurs type Astrid ou Super Phoenix et Phoenix en leur temps. Il faut savoir qu'en fait aujourd'hui sur à peu près on va dire 1000 grammes d'uranium extrait du sol, on va fissionner, donc vraiment transformer la matière, on va d'à peu près 5 grammes d'uranium, 5 à 10 grammes d'uranium. Ça en fait plus de 99% qui n'est pas perdu, mais qui n'est pas utilisé. Et les réacteurs type Astrid permettraient d'utiliser l'intégralité de l'uranium qu'on extrait et qu'on a extrait du sol. Donc on gagnerait un facteur 100 en fait, en gros 100 à 1000 selon les hypothèses qu'on prend sur la ressource. Et si on imagine, alors là c'est une expérience de pensée, hein, mais pouf, du jour au lendemain on a un parc entier de réacteurs surgénérateurs, donc qui peuvent consommer entre autres de l'uranium appauvri, qu'on a produit depuis des décennies, qu'on a accumulé depuis des décennies.
on peut fermer du jour au lendemain toutes les mines, à consommation égale en France, on tiendrait des millénaires. Longtemps après la disparition de l'espèce, donc. Il n'y a pas vraiment de sujet de manque d'uranium. On sait qu'aujourd'hui, en fait, on aimerait presque qu'il y ait un manque d'uranium pour stimuler ces réacteurs-là qui sont plus complexes, plus chers, donc ça n'a pas aujourd'hui de justification en eux-mêmes. Okay. Alors si, ça ferait moins de déchets, ça ferait moins d'activité minière, c'est plus écolo, mais les écolos sont contre le nucléaire de toute façon. Ils ne veulent pas moins de déchets, ils veulent plus de nucléaire. Mais voilà, sur le très long terme, on peut raisonnablement parier sur un parc, des parcs mondiaux de surgénérateurs pour les grands pays du nucléaire, et donc pas de problème de ressources avant, au-delà de la pensée humaine, quoi. Du coup, le slogan le nucléaire, une énergie d'avenir, c'est vrai, quoi. Ouais, c'était déjà le slogan d'Asimov il y a, je sais pas, 40 ou 50 ans, et il était en avance sur son temps, et je pense que ouais, en fait, le nucléaire est peut-être apparu un petit peu en avance sur son temps, et c'est peut-être maintenant qu'on va rentrer dans une ère nucléaire, parce que la France a toujours été un peu l'outsider à ce niveau-là, on était un peu le cas particulier. Les pays les plus nucléarisés dans la France dépassaient rarement que 50% de leur mix électrique. Alors nous, on visait 80% à une époque. Mais le gaz naturel ayant été une ressource abondante et très peu chère, le charbon encore plus, le nucléaire n'avait pas encore son heure de gloire, et maintenant qu'il est question de forcer la sortie du charbon et si possible du gaz naturel, c'est peut-être le moment, c'est peut-être aujourd'hui que le nucléaire est l'avenir et pas il y a 50 ans en fait. Bon, alors là c'est mon vœu d'optimisme. Hein. Ouais, non, mais du coup c'est encore voilà, c'est une raison d'être fier de la France aussi, quoi. Non, mais si on arrive à retrouver l'excellence qui fut la nôtre, hein, parce qu'aujourd'hui la France elle est plus vraiment... Enfin, on est en train de se laisser dépasser sur des tas de sujets, que ce soit sur les réacteurs, le commerce, les recherches. La recherche et le développement aussi, beaucoup malheureusement. Donc, est-ce qu'on arrivera à retrouver au moins une partie, sans redevenir les leaders mondiaux, on n'est pas obligé d'être les leaders, mais si on arrive à conserver, voire à retrouver une bonne place, ce serait quand même une belle fierté. Ouais. Ne serait-ce qu'un pays qui tourne avec une perspective d'électricité fiable, pilotable. Si on arrive à réindustrialiser tout ça sans augmenter le recours, et surtout en le diminuant en fait aux énergies fossiles, parfait. Ça ferait plaisir. Ouais. On en revient au rôle, malheureusement, j'ai envie de dire, des décisionnaires et des politiques. Tu y crois aux annonces du candidat Macron hier il va construire de nouvelles centrales ou ces centrales miniatures, là, qu'est-ce que tu en penses de ça du coup? Moi je suis un ingénieur, je suis très très matérialiste. Tant qu'on me dit pas combien de réacteurs, où, à partir de quand et comment on les finance, pour moi il n'y a pas d'annonce. C'est des promesses qui n'engagent que le président, l'homme de campagne, voilà, le candidat, merci. Oui, donc tant qu'il n'y a pas de concret... C'est ça, c'est une promesse de campagne. En vrai ça fait plaisir que ça se décomplexe à plein de niveaux politiques, que ce soit, alors à gauche il y a Roussel qui est un peu tout seul, mais quand même, jusqu'au centre-droite et la droite, vraiment il n'y a plus que finalement l'Europe Écologie Les Verts et c'est l'Union Populaire maintenant. Mélenchon. Voilà, il n'y a plus qu'eux qui sont contre le nucléaire. Et PS qui sont un peu dans une zone de flou de programme en général, je crois. Oui, qui est sur leur identité, même de manière générale. Voilà. Et sinon, voilà, le discours politique c'est bien décomplexé sur le nucléaire. Maintenant, il va falloir attendre la vraie campagne et les élections pour avoir des vraies décisions, des vraies annonces, mais ça reste positif. Ça s'est décomplexé, et même les Français en fait ont pris conscience ces dernières années de l'importance aussi d'avoir du nucléaire. Je sais plus, c'est le sondage Les Français et le nucléaire là, fait par Orano et BVA. Donc aujourd'hui il y a quand même, c'est énorme, hein, encore 58% des Français qui pensent que le nucléaire contribue au dérèglement climatique et à la production de dioxyde de carbone, alors que pas du tout, en vrai, mais enfin... Extrêmement peu. Mais si on considère que respirer produit du CO2 et que ça contribue au dérèglement climatique, ok, mais ça fait quand même presque 6 Français sur 10, mais c'est quand même presque 10% de moins qu'il y a 2 ans, ne serait-ce que ça. Donc les mentalités changent pas mal là-dessus. L'industrie nucléaire s'est pas cachée quand elle a vu le sondage d'il y a 2 ans de dire on va faire une grosse campagne de communication sur le rôle du nucléaire dans la transition, enfin dans la décarbonation. Bien sûr. Et les politiques, pas certains, notamment Macron qui a retourné sa veste sur le nucléaire il y a 1 an, ont pas mal joué aussi. C'était il y a 1 an, c'est moins que ça même peut-être. Hein. Le grand discours au Creusot de déclaration d'amour au nucléaire, c'était je crois le 12 décembre, c'était en décembre 2020, donc ça va faire 1 an. Ah oui, ça va faire déjà 1 an, ouais. Alors qu'il y a à peine 1 an, on a fermé Fessenheim quand même. Oui, là, c'était juste l'année de la fermeture de Fessenheim, il a dit j'aime le nucléaire est le nécessaire à la France. Oui. C'est le en même temps. Ouais, et puis l'année avant, il avait donc arrêté le programme Astrid de surgénérateur. Okay. Et les mini réacteurs là Ça, c'est un truc qui est très très à la mode, mais plutôt côté développement. Aujourd'hui, il n'y a pas de quelques chantiers qui ont commencé dans d'autres pays, mais c'est l'idée, c'est un peu d'appliquer le New Space, ce qui s'est passé dans le spatial, au nucléaire,
avec des petites entreprises qui arrivent de nulle part, qui rompent avec les grands acteurs et qui veulent proposer de nouvelles technologies, de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles conceptions de l'industrie. Et donc là, ce qu'ils proposent, c'est des réacteurs qui seraient produits en grande série de faible puissance. Faible puissance, synthèse pourra être plus sûr, plus facilement démontré comme étant sûr. Et on compenserait, c'est plus cher à l'unité, mais on compenserait par la production en série. C'est la promesse des Small Modular Reactors, des SMR. En France, on s'y est mis un peu sur le tard, un peu pour suivre le mouvement, en disant à la base c'est pour l'export, parce qu'en France on a plutôt intérêt à faire des gros EP, à des réacteurs de grosse puissance, qu'on a un gros réseau électrique. C'est pas très logique de faire des petits réacteurs à part, quelques tranches pour montrer qu'on maîtrise notre produit avant de l'exporter par exemple. Mais là, bon, c'est une lubie apparemment de Macron, c'est de dire on va aussi construire des SMR pour la France. Si c'est en plus des EPR, ça permet d'avoir 2 filières parallèles pour augmenter plus vite la capacité nucléaire, pourquoi pas? Oui, mais si c'est simplement pour dire on fait quelque chose, alors qu'en fait c'est la Startup Nation et comme tout le reste c'est une coquille vide, c'est peut-être pas non plus... Bon après voilà, je suis pas particulièrement optimiste, je suis pas contre, après tout c'est quand même une proposition qui fait pour le moment. Faut pas se faire trop d'espoir là-dessus, mais si on arrive à le développer et que ça marche bien, tant mieux, hein, c'est tout bénéfique. Ouais, mais bon, tant qu'on n'a rien de concret, on reste méfiant, surtout vu ce que l'expérience nous a appris ces dernières années vis-à-vis des promesses des candidats. Et puis du nucléaire, hein, je rappelle souvent aux gens qui disent que RTE est un peu trop timoré sur le développement du nucléaire dans l'avenir. Je rappelle qu'il y a 15 ans de ça, on avait promis de faire un réacteur plus puissant, plus sûr, plus complexe, plus tout ce que tu veux, pour moins cher et plus rapidement que jamais. Donc je parle de l'EPR de Flamanville, hein, c'est pas évident. Donc des promesses absolument démesurées, on sait les faire, il n'y a pas de souci, mais j'aime autant qu'on parte pas sur ce même philosophie que l'EPR de Flamanville pour l'avenir quand même. Non, si on pouvait partir déjà en se posant la question des besoins du pays et comment on peut les remplir, ce serait peut-être déjà pas mal. Voilà, merci en tout cas Tristan Camin pour ton éclairage, pour ton temps. Merci d'avoir accepté de répondre à toutes ces questions. J'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop technique. J'ai trouvé ça vraiment très très intéressant, très pertinent. Enfin, ça m'a permis en tout cas moi de comprendre un petit peu mieux concrètement comment ça fonctionne, d'essayer d'envisager l'avenir aussi avec un petit peu plus de sérénité, même si... je dirais plus d'ambition que de sérénité. Oui, mais d'une ambition qui est sereine, qui n'est pas celle de l'urgence du désespoir, tu vois, plus va falloir se sortir les doigts du cul comme on dit, mais on peut encore faire des choses. Voilà, donc c'est sur cette note positive, je suis contente qu'il y ait eu cette note positive au moins à la fin. J'espère que donc cet entretien vous aura intéressé. Vous pouvez retrouver Tristan sur Twitter, sur Twitch, je vous mets tous ses comptes en dessous, là, en bas de l'écran et dans la barre d'infos. Vous pouvez bien sûr me suivre aussi sur les réseaux sociaux, vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je remercie aussi les tipeurs qui me permettent de faire ce boulot, de développer la chaîne et de vous proposer ce nouveau type de contenu. N'hésitez pas à débattre du sujet du nucléaire dans les commentaires. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là, bien sûr, surtout, comme d'habitude, prenez soin de vous.